Comment ferons-nous? Ceux qui laisseront le coup d'après et qui ne s'occuperont que de gérer la crise se retrouveront dans une nouvelle crise à la suite de la sortie de crise du Covid-19. En principe, hein, on était quasiment à terme. On va se donner 15 minutes. Le terme est tellement d'actualité, il plaît tellement. On a tout de suite Maud Camara qui nous suit. Elle dit ceci: je suis DRH et je souhaiterais savoir comment gérer l'impact du Covid face à des collaborateurs effrayés, surtout en termes d'organisation d'équipe, en mode télétravail également. Il faut bien que notre ami DRH, et il est au front, hein, c'est véritablement dans les sociétés les personnes qui sont en front line. En l'occurrence, les directeurs commerciaux, les directeurs financiers, les directeurs logistiques, les directeurs communication ont tous leur importance, mais le directeur des ressources humaines est véritablement en front line. Il fait partie dans cette task force des personnes essentielles. Il est bien entendu, et c'est bien normal, que leurs collaborateurs, leurs collaboratrices, que le personnel soit effrayé. On le disait au début de notre présentation, la crise surprend, dérange et fait peur. Et en l'occurrence, de effrayé, ils peuvent passer à angoisse. Et comme je disais tout à l'heure, de angoisse, ensuite on passe à panique. Alors pour éviter ce cheminement-là, eh bien il y a la nécessité de communiquer et communiquer simplement, mais pas simplement de communiquer en général. Il est nécessaire d'utiliser à la fois la communication des adresses e-mail. Je suggère aussi qu'on ait récupéré tous les téléphones des personnels et qu'on envoie des SMS. Il est aussi nécessaire de communiquer par affiche dans les lieux de travail. Et si c'est en télétravail, d'avoir des appels téléphoniques que l'on va à un moment donné augmenter pour savoir comment les personnes vont. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose contre laquelle le DRH va devoir lutter et toute l'organisation autour de lui et avec lui. C'est toutes les fake news que l'on va retrouver sur les réseaux sociaux. Tout ce qui, à un moment donné, parce qu'un tel ou un tel a envie de faire le petit malin et de raconter n'importe quoi, et puis finalement, on va se laisser embarquer par cela. Donc, on doit se trouver en sorte de protection, et cette protection, c'est une communication régulière, journalière, que l'on va apporter à nos collaborateurs. Voilà, et j'espère lui avoir répondu. Alors, une autre question qui émane de Techno Camon. Il dit pourquoi le leader ne doit pas faire partie de la task force ou comment se positionne-t-il? Eh bien, nous lui remercions de cette question, mais pour une simple et bonne raison. Il a très certainement dû entendre parler, on ne peut pas être juge et partie. S'il fait partie de la task force, il va être dans la réflexion. Il va être à un moment donné au milieu de celle-ci. Il va prendre parti, il va défendre des faits, il va peser dans certains cas. Et à un moment donné, eh bien, il va tirer les choses beaucoup plus vers lui. La réussite d'un leader, c'est un leader qui laisse faire sa task force et qui à un moment donné vient l'écouter et l'interroge. Vous m'autorisez de vous parler d'un leader? Si on peut aller assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de questions. Tout à fait. Mais qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Je n'existerai pas, et je peux le dire publiquement, si je n'avais pas eu un leader qui m'avait à un moment donné mis dans une task force. Ce leader, c'est le même que celui qui a précédé à la création de MZK Group, parce que je parle de Marcel Zadikessi. En l'occurrence, jamais il intervenait dans les travaux de la task force. Par contre, il venait nous interroger, nous provoquer, rechercher. Et il avait d'autant plus à un moment donné de questions et de créativité parce qu'il n'en avait pas fait partie et il nous obligeait à donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà pourquoi un leader ne doit pas faire partie de sa task force. Merci. Une autre question qui est celle de Alexis Kakobi. Il dit ceci: faut-il aller à la recherche d'informations tout azimut en cette période de crise pour essayer d'adopter de bons comportements avec tous les risques que cela entraînerait, ou se contenter d'informations officielles avec la retenue d'informations que cela peut entraîner éventuellement? Alexis, qui nous pose cette question, dans sa question, il y a déjà la réponse. Si on s'arrête, on se limite juste aux informations officielles, eh bien, en fait, c'est exactement comme si, voilà, je n'avais plus qu'un œil pour pouvoir regarder et il me manque toute une partie de mon panorama. Je suis en train de m'handicaper.
j'ai la nécessité, le besoin de tout voir. Je dois regarder encore beaucoup plus d'informations. J'ai cette expression de dire que vous devez être à un moment donné à 360 degrés, d'avoir autant les fake news que les bonnes news, de telle manière à ce que dans la communication que vous allez choisir, que vous allez répéter, vous puissiez à un moment donné désamorcer des choses. Car votre devoir va être justement pour permettre à vos personnels de ne pas aller à angoisse et panique, mais éventuellement de rester à peur, eh bien de démonter tout ce qui pourra se dire. Parce qu'une fois de plus, il y a quelque chose qui a changé depuis 20 ans, ce sont les réseaux sociaux. Et tout le monde y est avec les smartphones depuis 2014. Donc en l'occurrence, oui, vous devrez regarder tout et absolument tout. Une autre question qui émane d'un anonyme. Alors, il dit ceci, que faire lorsqu'on a des collaborateurs qui ont peur de venir au travail? Est-ce que ce n'est pas normal? Bah, si. Est-ce que ce n'est pas normal que dans ces circonstances-là, on ait des collaborateurs qui, en l'occurrence, aient peur? Et quand ils en sont à peur, ils doivent bien comprendre, notre cher internaute, qu'ils ne sont plus tout à fait dans la peur, ils sont déjà dans l'angoisse. Ils sont en train de lui renvoyer quoi comme message? En fait, leur peur, et que j'appellerais plus facilement leur angoisse de venir au travail, c'est qu'ils ne savent plus à quel sein se vouer. Ils ne savent plus quelle est l'information qui est la bonne. Alors peut-être que notre cher ami internaute n'a pas encore suffisamment communiqué. Je ne suis pas en train de lui en faire une remarque, je suis en train de lui proposer à un moment donné une démarche qui va permettre de faire que on sera rassuré. Rappelez-vous tout à l'heure la réflexion que je faisais de celui qui se tiendra tout le temps au milieu de tous ses collaborateurs, quelle que soit la durée de la crise. C'est en général en ces gens-là qu'on a confiance. Vous me permettez de vous faire une remarque? On y va. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici en Côte d'Ivoire dont on parle des décennies après? Vous voyez qui je veux parler? Le père de la nation. Mais où était-il? Il était sur son Aventin, il était perdu quelque part, on ne pouvait jamais l'avoir, ou au contraire, il était parmi nous. C'est parce qu'il a toujours été parmi nous qu'on en a fait le père de la nation. Et tant qu'il était là, reconnaissons bien une chose, on a traversé des crises, mais on n'en avait pas peur. Alors, de plus en plus, on se rend compte que dans des entreprises, des responsables de communication sont sous on va dire, le diktat ou alors du mal à s'exprimer parce que le leadership de leur directeur général ou de leur responsable est énorme. Alors, dans ce cas de figure, et là, vous avez dit qu'il était question que l'on fasse preuve d'un leadership qui soit dominant ou prestigieux. Comment un directeur de communication, un responsable de communication, qui travaille dans une boîte dans laquelle il n'a pas forcément cette aura-là, il n'a pas forcément cette force pour pouvoir faire passer ses idées, peut y arriver? Vous allez m'autoriser d'avoir 3 niveaux de réponse. On y va. La première, c'est que ce qui est en train de se passer, et que notre cher internaute me permette avec beaucoup d'affection de lui dire cela, c'est que ce qui est en train de se passer est en train de lui renvoyer un miroir comme quoi, eh bien, il doit progresser en matière de leadership. Tout n'est pas encore fait. Ce n'est pas pour autant que notre cher ami ne fonctionne pas comme il le faut, ne travaille pas comme il le faut, ne propose pas les choses comme il le faut. Mais il y a matière à progresser. Parce que s'il était devenu, ou si elle était devenue, ce leader, eh bien, il est évident qu'on l'écouterait beaucoup plus. Premier niveau de réponse. Deuxième niveau de réponse, notre responsable de communication ne doit surtout pas, et c'est là où il faut garder du sang-froid, se minimiser à envoyer des messages à son directeur général, à proposer, à abonder, à donner, à non pas à submerger, mais à ne pas arrêter et d'argumenter les raisons pour lesquelles il communique ainsi. Et la troisième chose, c'est de suggérer à sa direction générale justement de monter une task force. La personne sera forcément écoutée parce que dans l'entreprise, qu'est-ce que nous notons aujourd'hui? Qu'est-ce que je note dans toutes les entreprises où je m'investis en termes de communication de crise? C'est que nous avons un problème de personnel, donc on travaille avec les DRH,
mais on a un problème de clientèle, donc on va avoir un problème commercial, mais on va forcément aussi avoir un problème financier parce qu'à un moment donné, la trésorerie n'est pas là. On a forcément aussi de la logistique. Donc, en suggérant ça à sa direction générale, elle fera preuve de maturité et d'autonomie et elle aura petit à petit gain de cause. Je terminerai juste par une chose. Cherchons non pas à reprocher à l'autre ce que l'on ne peut pas faire, mais disons-nous à nous-mêmes qu'est-ce qu'on peut améliorer. D'accord. On va juste prendre quelques questions avant que de mettre un terme. C'est vrai qu'on aurait bien voulu continuer. Alors, il y a un monsieur Comélan qui demande, dans le cadre de la diversité des compétences de la task force, comment le leader, sans participer à cette task force, s'assure-t-il des qualités des résolutions, de la qualité des résultats obtenus? Alors, monsieur ou madame Coménan d'ailleurs, donc monsieur ou madame, a parfaitement raison de poser cette question parce que peut-être n'ai-je pas été assez précis. La task force travaille en continu, en brainstorming et à un moment donné réfléchit, échange, crée et va suggérer un certain nombre d'actions. Mais le leader a un point de rendez-vous avec sa task force qui devrait être, je pense, journalier, mais qui peut être éventuellement tous les 2 jours. Attention à ne pas mettre trop d'espace parce que dans une crise, il faut surtout être réactif, immédiat. Et donc, en l'occurrence, le point de rendez-vous que le leader peut avoir avec sa task force, le leader vient écouter les propositions de sa task force. Et là, le leader, n'ayant pas participé à toute la réflexion, vous allez vous rendre compte qu'il va poser les questions justes, les questions qu'il faut, les questions qui, à un moment donné, vont faire qu'on n'a peut-être pas été assez travaillé dans tel ou tel domaine. C'est bien pour ça que le leader doit rester en dehors, mais qu'il vient chaque jour vérifier, entendre, et c'est lui seul, et pas la task force, c'est lui seul le leader qui décidera qu'on mettra telle ou telle action en œuvre. Alors, on a plusieurs questions encore, mais le temps joint contre nous en 1 minute. OK? Par rapport au Covid, quelle est l'efficacité de la communication de l'entreprise aux agents de la communication nationale et des médias? Alors, pouvez-vous juste me répéter la question alors c'est M. Techno qui demande quelle est l'efficacité de la communication de l'entreprise aux agents sur la communication nationale et les médias. Par rapport à ce qui est dit par les médias officiels, quelle pourrait être donc l'efficacité d'une communication, on va dire, interne dans ce cas de figure? Ah bien, c'est très simple. C'est qu'en l'occurrence, l'entreprise est le lieu où je me rends tous les jours. L'entreprise, j'y ai mes habitudes, j'y ai mon histoire, j'y ai des connaissances, j'y ai des amis, j'y ai des liens, j'y ai des expériences. C'est un lieu qui est beaucoup plus fort. Rappelez-vous pour ce que nous avons dit tout à l'heure, comment fonctionne l'humain. Et rappelez-vous le fameux chasseur-cueilleur. J'ai une vingtaine d'années, je veux apprendre à mon à faire de la chasse, eh bien, je vais aller me chercher des modèles. C'est exactement la même chose dans l'entreprise. Nous avons des modèles. En l'occurrence, pour ma part, quand j'étais dans cette organisation qui était le Conseil économique et social et dont j'avais la fierté d'être le directeur des études, eh bien, j'avais beaucoup plus d'attrait, d'oreille, d'attention à ce qui pouvait m'être dit par mes supérieurs hiérarchiques et qui entouraient le président que par ce qui pouvait être dit à l'extérieur, même si j'avais une écoute très forte de la communication nationale. Mais sachez que ce qui est au plus proche de moi, c'est ce qui va m'influencer en premier. D'accord. Écoutez, nous sommes quasiment au terme de cet échange. Quel pourrait être votre message de fin, donc aux internautes qui nous suivent? Je sais qu'il y a beaucoup de questions et nous aurons l'occasion de vous donner donc des adresses où vous pourriez éventuellement soumettre vos préoccupations pour avoir des réponses. Mais cela dit, quel pourrait être votre message de fin au terme de cet échange? Alors d'abord, c'est de remercier tous ceux qui ont pris la peine d'être pendant ces instants-là en direct et d'échanger. Et ça montre leur appétit à vouloir effectivement gérer cette crise. La deuxième chose, c'est de dire à chacune et à chacun, n'ayez pas peur.
car c'est la peur